Bonjour à tous. Alors, il y a encore des personnes qui nous rejoignent, mais on va peut-être commencer doucement. Alors, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire d'information à destination des candidats sur l'AMI des démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. La Banque des territoires, en tant que coopérateur pour le compte de l'État de cette AMI, organise ce webinaire avec et fera la présentation en trio avec Philippe Vissac, qui est coordinateur du volet agriculture de France 2030 au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux au ministère de l'Agriculture, et avec Jean-Marc Callois, qui est délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On va démarrer. Alors, quelques informations avant de démarrer. Bon, la première information, mais vous avez dû le voir en notification, c'est que le webinaire est enregistré. Donc, on le publiera ensuite sur le portail de l'AMI sur le site de la Banque des Territoires. Et deuxième information, c'est que cette séance d'une heure va se découper en deux temps. Un premier temps de présentation, donc on va essayer de prendre moins d'une demi-heure pour cette présentation. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Et pour ce temps de questions-réponses, on vous encourage à utiliser uniquement l'onglet que vous voyez tout en haut, Q&R, qui est donc vraiment l'espace dédié dans lequel on pourra répondre aux réponses en direct, et sinon on y répondra aussi de vive voix. Et surtout, n'utilisez pas l'onglet conversation pour les questions. On ne pourra pas le consulter pendant la présentation, donc utilisez bien uniquement l'onglet QR. Alors, je vais laisser la parole à Philippe Vissac pour démarrer cette présentation. Bien, merci Manon, merci à toutes et à tous de participer. Donc, on va faire ça à trois voix. Moi, je vais me charger de vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit cette AMI. Le contexte, ça veut dire l'ensemble que constitue France 2030. Donc, France 2030, c'est une ambition politique, c'est une ambition qui est présentée sur la diapo suivante. Je ne sais pas si c'est moi qui passe les diapos. Voilà, merci. Non, celle d'avant, pardon. Voilà. Donc, c'est une ambition qui vise à essayer de faire évoluer plusieurs secteurs économiques au niveau national, mais évidemment en synergie avec les autres partenaires européens. Ce plan France 2030 est doté de 54 milliards d'euros et 10 objectifs sont fixés, dont un objectif que vous voyez à droite, au milieu, sur l'agriculture, l'alimentation, qui va même jusqu'à la forêt au bois, mais là on va se centrer pour cette AMI, dans le cadre de cette AMI, sur le volet alimentation et agriculture. Sur ces 54 milliards, 2,3 milliards sont destinés à l'agriculture et à l'alimentation, et vous voyez que tout ça forme un ensemble. Hein, il n'a pas été question de séparer cette dynamique alimentation de la dynamique agriculture, et bien entendu, on y reviendra dans le cadre de l'AMI qui est particulièrement emblématique à cet égard. Alors, les collègues détailleront ce qui figure à droite de la diapo, c'est-à-dire en fait cet appel à manifestation d'intérêt des démonstrateurs territoriaux qui est doté de 152 millions d'euros. Vous voyez que c'est une somme très significative à l'échelle de notre objectif 6, agriculture, alimentation, de 2,3 milliards d'euros. Diapo suivante, s'il vous plaît, s'il te plaît. Alors, la diapo suivante montre à quel point les deux stratégies sont imbriquées. Bon, évidemment, j'ai envie de commencer par le volet alimentation, dont le coordinateur est Benoît Assema, qui n'est pas là, mais pour lequel je vais m'exprimer et avec qui on a préparé ce diaporama. Bon, la dynamique alimentation va conditionner, c'est un des objectifs de France 2030, doit conditionner le volet agriculture. On doit accompagner l'industrie, évidemment dans toute une série de démarches, notamment de décarbonation, et
de moindre utilisation d'énergie. On doit mieux comprendre les liens entre santé et alimentation et tous les jours, on est aspiré par l'actualité. Ah, il y a un problème. Voilà. Et puis, bien entendu, on doit répondre aux attentes des consommateurs qui, on résume souvent ça sous forme des attentes sociétales, mais voilà, il y a vraiment une vraie pression sociétale, même en période d'inflation, pour avoir une alimentation pardon, saine, durable et accessible. Alors, le volet agricole, quant à lui, évidemment, est là pour essayer d'utiliser le moins d'intrants possible, de préserver la biodiversité, et on le voit tous les jours, de s'adapter donc au changement climatique, on pourrait dire au dérèglement climatique. Et tout ça se passe dans un schéma d'évolution, de transition des filières agricoles et des territoires. Et la mesure qu'on va vous présenter est tout à fait emblématique à cet égard. Diapo suivante. Alors, la diapo suivante, en fait, je vais à peine la décrire. Elle résume, et c'est bien que Manon fasse une pause, parce que vous allez être surpris, elle résume l'ensemble des mesures qui sont dans cet objectif 6 de France 2030, dans ces volets agriculture en haut, alimentation en bas. En fait, chacune des aires qui va apparaître représente une mesure avec à chaque fois un pilote et un opérateur, au moins un pilote et au moins un opérateur. Et dans le cas qui nous occupe, le pilote, c'est la DGPE, c'est Jean-Marc Callois, et l'opérateur, c'est donc la Banque des territoires et les collègues qui sont ici présents. Alors j'ai mis en rouge au milieu la mesure qui nous intéresse, mais il y en a toute une série d'autres. Et en gros, ce qui résume notre propos, notre démarche collective, hein, puisque vous comprenez qu'à chaque fois, on fonctionne de manière collective, et il y a une espèce de démarche qui consiste à produire des solutions, à élaborer des solutions qui sont qui correspondent à des attentes sur le plan des enjeux que j'ai brièvement rappelés tout à l'heure. Et ces solutions, il faut les intégrer, il faut les proposer dans la vraie vie, dans les systèmes tels qu'ils se présentent, pour que les agriculteurs, les professionnels en général, puissent les adopter. Et en fait, le démonstrateur joue un rôle un petit peu pivot par rapport à ça. Il est alimenté par toute une série de solutions innovantes, y compris organisationnelles, et on va voir, donc c'est le rôle de toutes les mesures qui se trouvent à gauche, et on regarde comment on peut les décliner sur le territoire avec une dimension capacitaire qui est venue renforcer la dimension démonstration. Vous aurez ce schéma, donc je vais m'arrêter, je ne vais pas plus le commenter. Diapo suivante, s'il te plaît. Et on pourra revenir, si vous le souhaitez, en marge de ce webinaire sur telle ou telle mesure. Bon, cette diapo-là, je vais la présenter brièvement, mais c'est pour vous dire qu'on a beaucoup avancé depuis presque 1 an et demi. Vous voyez en bas à gauche le budget de 2,3 milliards, et à ce stade, on a consommé, enfin, on est en passe de consommer pratiquement un tiers de cette enveloppe. Donc, on a été très vite. Alors, ça veut dire qu'on a lancé des mesures, ça veut dire qu'on enchaîne les appels à projets, mais ça veut dire aussi qu'on essaye d'avoir une cohérence d'ensemble pour que les mesures interagissent entre elles, et comme je l'ai dit, que les solutions qu'on propose puissent s'intégrer dans les systèmes en transition. Diapo suivante. Philippe, je vais juste essayer de relancer la présentation parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'elles ne la voient pas. Je la relance tout de suite. Vas-y. On leur enverra de toute façon, donc bon. Bon, vas-y, écoute, tu peux continuer. Oui, alors la diapo suivante présente quelques chiffres clés pour confirmer le travail qui a été fait depuis 1 an et demi. Donc c'est celle d'après. Voilà. Donc on a avancé sur les 3 dynamiques sur lesquelles on a été investi par les 3 principaux ministères, hein, l'agriculture, l'industrie et l'écologie
donc, et l'aménagement du territoire. Donc, on a lancé 15 dispositifs sur une vingtaine. Il y a encore un certain nombre de dispositifs qui sont, que l'on doit mettre en place, que l'on doit démarrer. Ces dispositifs sont articulés avec les démonstrateurs territoriaux et on y reviendra, les collègues y reviendront. Bon, l'ensemble de ce qui a été fait représente en gros 300 projets déposés, 115 projets lauréats. Vous aurez sur la diapo d'après le lien vers les 115 projets lauréats en bas. On a fait un dossier de presse que je vous propose de consulter donc, après ce webinaire, où vous aurez les 115 projets lauréats, dont les 7 projets de démonstrateurs territoriaux sur lesquels les collègues vont revenir de la première relève. Mais on a beaucoup avancé sur tout le volet recherche, notamment des programmes prioritaires de recherche, vous voyez, dans 2 directions. Et puis, c'est tout à fait d'actualité, on pourra en reparler avec Jean-Marc, on est en train de mettre en œuvre un levier capacitaire, donc une AMI sur les agroéquipements de troisième révolution agricole. Et je ne peux pas terminer mon propos sans attirer votre attention sur l'AMI compétences et métiers d'avenir, qui est tout à fait articulé avec les démonstrateurs territoriaux, parce que, bien entendu, les démonstrateurs territoriaux interpelle l'innovation organisationnelle et il faut absolument qu'on est dans les dynamiques de transition, qu'on ait des acteurs motivés et compétents pour accompagner ces transitions. Vas-y, je crois oui, bon là je vais pas le commenter parce que c'est des données chiffrées que vous aurez et qui en gros typent à peu près les projets qui ont été lauréats. Et on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont sur la conduite des transitions. Voilà, des solutions qui s'intègrent dans des démarches systémiques. Diapo suivante. Voilà. Bon, je vais pas. On est pratiquement là sur la partie que Jean-Marc va présenter. Bon, les démonstrateurs territoriaux, je l'ai déjà dit, c'est vraiment une transformation des systèmes de production agricole et alimentaire. Et pour nous, c'est vraiment la combinatoire la plus aboutie de notre objectif 6 France 2030 sur l'agriculture et l'alimentation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Jean-Marc, on ne t'entend pas. C'est moi qui l'entends pas. Non, non, non. Peut-être Jean-Marc, si tu veux essayer de te déconnecter et de te reconnecter. En attendant, on essaye aussi de résoudre les problèmes que vous soulevez sur l'écran noir et les questions-réponses, l'onglet questions-réponses qui ne fonctionne pas. Peut-être, Philippe, en attendant, il y a déjà une question dans l'onglet questions et réponses qui a l'air de fonctionner quand même pour certaines personnes. À quoi correspond Ferme du futur? Alors, donc, Ferme du futur, c'est 2 choses. C'est essayer d'accompagner l'installation d'un certain nombre de primo-entrants, de nouveaux agriculteurs, de faciliter leur installation en les accompagnant, notamment sur dans le cadre de projets collectifs ou individuels, mais peut-être de plus en plus collectifs. Donc il y a une dimension capitale, il y a une dimension dans un cadre où évidemment l'agriculture consomme,
impose des dépenses en capital. Et puis il y a un autre volet qui porte sur les équipements innovants. Donc voilà, c'est les deux composantes. Voilà, on pourrait résumer ça brièvement. Il y a une partie de ce qu'on appelle ferme du futur qui est encore en devenir, qui n'a pas encore été mise en œuvre. En gros, si vous voulez, ferme du futur, c'est le passage de la démonstration au terrain. Voilà, on fait la démonstration, par exemple, dans le cadre d'un démonstrateur territorial, et on étend, et c'est toute la notion de réplicabilité sur laquelle vous allez revenir, on étend ça donc à différents autres territoires. Même chose pour du matériel, on le met au point, on le qualifie dans le cadre d'expérimentation, et ensuite on le propose aux agriculteurs dans le cadre d'un accompagnement qui peut aller jusqu'à 40% du prix du matériel. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle ferme du futur. Voilà, c'est les deux approches. Ça, c'est ce que je peux dire de manière résumée, et avant que Jean-Marc ait repris la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous très bien. Ouais. C'est bon. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, donc je vais vous présenter rapidement un rappel sur l'approche territoriale, hein, qui est un petit peu la notion au cœur de cette AMI. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est l'association des deux, hein. C'est à la fois innovation et approche territoriale. Donc, je vais rappeler rapidement ce qu'on entend par approche territoriale et puis illustrer par quelques cas qui montrent un petit peu ce qu'on attend comme type d'approche. Donc, tout d'abord, la notion d'approche territoriale, par construction, elle est multiforme, hein, donc prise un petit peu au pied de la lettre. C'est tout ce qui relève du local, même si c'est pas forcément local au sens petite échelle, mais il y a bien sûr tout ce qui relève des démarches d'alimentation où on cherche à relocaliser, à rapprocher le producteur du consommateur en termes d'alimentation, mais pas forcément uniquement sur les aspects alimentaires. D'ailleurs, ça peut se prêter à d'autres types de ressources. Il y a tout ce qui relève de la gestion collective, c'est quand on a une ressource qui fait l'objet de concurrence. Donc, c'est le cas de beaucoup de ressources qui sont localisées dans l'espace. Alors, actuellement, le sujet de l'eau, évidemment, est assez prégnant, hein, vu la situation actuelle. Il y a d'autres types de ressources, bien sûr. Et donc, l'approche territoriale vise à trouver des solutions pour résoudre ces conflits ou ces concurrences qui peuvent exister quand on est sur une ressource limitée. Après, il y a la notion de circularité. Le terme d'économie circulaire, il est très général, il n'est pas forcément inscrit dans une approche territoriale, mais c'est vrai que l'approche territoriale s'y prête bien parce que intuitivement, pour boucler les cycles, c'est quand même mieux de limiter les coûts de déplacement, et donc avoir une recherche de circularité locale, c'est plutôt intéressant a priori. Hein, même si l'ADEME a fait des études qui montrent que c'est plus compliqué que ça, mais néanmoins, l'approche territoriale se prête bien à optimiser les ressources issues du vivant de façon à la fois créer de la valeur et être plus vertueux en termes environnementaux. Et puis plus largement, donc l'approche territoriale se prête bien à tout ce qui relève de la gestion des externalités, parce que beaucoup d'externalités ont un caractère localisé. Et donc, là, c'est le cas des pratiques agricoles, parce que Philippe l'a évoqué, c'est un des enjeux de la troisième révolution agricole, mais évidemment, ça peut se prêter à beaucoup d'autres sujets. Alors, sur la slide suivante, j'essaie de résumer un petit peu ce qui distingue l'approche territoriale pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on entend, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est un petit peu galvaudé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si on prend une approche vraiment basique, on peut imaginer que c'est un retour un peu au passé, hein, pas cette notion de produire localement, etc. On peut se dire, ben non, on sait très bien que le développement économique, il est basé sur les économies d'échelle, sur la recherche de baisse des coûts, et donc le local s'y prête pas bien. Et en réalité, justement, l'approche territoriale, son principe, c'est d'essayer de trouver la performance malgré le fait qu'on ne puisse pas forcément systématiquement massifier, chercher partout là où c'est le moins cher, etc. Donc, en gros, c'est une approche qui se pose en tout point, quelque part, de l'approche qu'on va qualifier de conventionnelle, néoclassique, hein, ce qu'on apprend dans les manuels d'économie. Donc, moi, je précise que je suis économiste à la base, qui donc on recherche les détours de production, les économies d'échelle, la spécialisation. On achète au plus offrant et on vend là où ça paye le mieux. Donc, l'approche territoriale, elle s'oppose parce que justement, cette notion de local va imposer à la fois une diversification, c'est qu'on recherche à chaque fois à valoriser des ressources qui sont spécifiques, qui différencient les territoires entre eux. Et on va avoir des relations qui ne sont pas basées uniquement sur le facteur prix. Vous savez que le facteur prix, c'est quand même
c'est lui qui donne le tempo de l'économie, c'est le signal le plus puissant. Hein, il n'y a qu'à voir aujourd'hui tous les débats qu'on a sur la dynamique du bio. Voilà, il suffit de quelques changements en cascade et puis après, donc les comportements changent énormément. Hein, donc le signal du prix, il est extrêmement puissant. Et ben, dans une approche territoriale, on ne se limite pas justement au signal du prix, mais on cherche aussi à travailler sur des relations de long terme parce qu'on pense que sur le long terme, c'est plus efficace et c'est plus résilient. Donc voilà un petit peu l'esprit. Là, évidemment, c'est quelque chose qui est conceptuel, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un mélange permanent entre l'approche qu'on a pu appeler conventionnelle et l'approche territoriale, y compris les grandes entreprises, d'ailleurs, développent des filières locales. Et donc, c'est pas exclusif, mais simplement dans l'état d'esprit, c'est ce qu'on recherche. Alors, j'ai donné juste deux illustrations qui montrent un petit peu ce qu'on peut attendre d'une approche territoriale. La première, c'est sur l'élevage. Si donc on regarde les territoires d'élevage, donc vous avez sur cette carte une illustration. De là, j'ai pris les bovins. Hein, là, en termes de production, de recensements agricoles. Donc, on reconnaît bien les zones d'élevage avec des systèmes productifs assez différents entre le Grand Ouest, le Massif central et puis un peu la grande diagonale qui joint le Sud-Ouest à la Lorraine. Et donc, sur l'élevage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des outils de transformation. Donc là, j'ai mis les abattoirs, mais ça pourrait être d'autres outils. Ils sont très diversifiés. Donc, derrière, on comprend qu'il y a des modèles assez différents. Et on sait aussi que beaucoup de ces territoires sont l'objet d'une décapitalisation, on en parle beaucoup, de baisse de production. Et donc, on a besoin d'anticiper, de trouver de nouveaux modèles pour pouvoir leur permettre sur le long terme de pouvoir continuer à générer de la valeur et de l'activité. Et donc, cette carte, elle est assez intéressante parce qu'elle montre, elle peut être lue de plusieurs façons, mais si on la regarde en dynamique, on voit qu'il y a différents modèles dont certains sont sans doute plus efficaces que d'autres dans le long terme. Et une des façons de l'appréhender dans un démonstrateur territorial, ça serait justement de repenser un petit peu les organisations pour se projeter sur les évolutions qui nous arrivent en matière d'évolution de l'élevage. La deuxième illustration, donc c'est une illustration multiple en fait. Donc là, j'ai recensé donc sur la question de la bioéconomie, qui est une question vraiment majeure. Hein. C'est-à-dire que le terme de bioéconomie, on l'utilise souvent un petit peu comme un raccourci pour parler des valorisations non alimentaires, notamment de l'énergie, notamment des biomatériaux, voire de la chimie verte. En réalité, c'est vraiment une approche différente de l'activité agricole. On regarde globalement les valorisations de la biomasse, pas seulement alimentaire, pas seulement non alimentaire, mais on regarde bien le lien entre les deux. Donc là, j'ai illustré, j'ai balayé vraiment très très rapidement, je vous promets, je serai court, mais simplement pour montrer à quel point le concept de bioéconomie permet de reformuler certaines démarches qui existent déjà. Et donc l'enjeu dans les démonstrateurs, ça serait éventuellement d'inventer de nouvelles démarches. Donc si je prends le nord de la France rapidement, j'ai pris quelques exemples où on est vraiment des démarches d'écologie industrielle. Le pôle de Bazan-Pomac, le pôle de Nesle, où vraiment il y a des activités d'assez grande taille. Hein. Le territorial, c'est pas forcément local, mais il y a ces bouclages qui existent entre produits et coproduits qui génèrent une efficacité industrielle. Si je regarde le pôle, alors je vais pas tous les citer, hein, mais le Naturopôle qui est dans l'Allier, là on est spécialisé sur les plantes médicinales. Donc là on est rentré par un produit vraiment spécifique d'un territoire qui était un avantage de reconstruit, qui n'était pas forcément naturel. Il n'y a pas forcément vocation à développer les plantes médicinales sur ce site. Si on regarde vers l'ouest, cette fois-ci, j'ai mis 2 fois Copperle. C'est Copperle et c'était la paille, en fait. Je corrigerai d'ailleurs. C'était la paille, l'exemple du Maine-et-Loire. Donc là, on est sur une grosse coopérative, la Copperle, qui est extrêmement innovante en termes de valorisation des coproduits et de bouclage des cycles. Et là, elle s'appuie sur un potentiel agricole énorme qui lui permet justement d'avoir des effets de masse. Hein, donc, vous voyez, l'approche territoriale, c'est pas forcément que du local. Et puis, je prends, pour pas tous les hésiter, mais pour citer une certaine variété, là, je prends la coopérative de la Cavale, qui est de coopérative viticole, qui dans l'Aude, qui, elle, est extrêmement dynamique en termes de valorisation des coproduits, notamment vinasse, mou, etc. Donc, il fait à la fois des valorisations énergétiques, mais aussi des matières à haute valeur ajoutée. Voilà, qui a été lauréat des trophées de la bioéconomie. Donc, tout ça, c'est pour illustrer que sur le territoire, il y a beaucoup, c'est assez foisonnant sur la valorisation innovante, et notamment dans l'alimentaire, mais souvent c'est couplé avec de l'alimentaire. Et donc, dans les démonstrateurs territoriaux, on attend qu'il y ait justement des rencontres entre l'innovation technologique et l'innovation organisationnelle par l'approche territoriale. Voilà, j'espère avoir été clair et suffisamment bref. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, pour cette dernière partie, je vais revenir un petit peu sur les grands aspects de l'AMI. Alors, en allant assez rapidement sur ce qui est attendu en version très conforme au cahier des charges. Et je vais passer un petit peu plus de temps après sur les recommandations principales des membres du jury de sélection qui ont analysé les candidatures de la vague 1 et de la vague 2 et qui ont toute une liste de recommandations à faire aux candidats de la vague 3 pour améliorer la qualité des candidatures. Alors, quand on parle d'un démonstrateur territorial, on s'attend
dans les candidatures à avoir des projets portés par un consortium qui contient au minimum une collectivité territoriale qui a un rôle majeur. Donc la notion de rôle majeur est importante, elle doit être impliquée dans les processus de décision du projet, tout aux côtés d'autres acteurs, soit d'autres acteurs publics locaux, des acteurs du secteur privé, autant que possible des représentants citoyens qui ont été très peu associés pour l'instant dans les candidatures, mais aussi des acteurs du monde de la recherche, privé, public, des acteurs de l'enseignement, de la formation professionnelle, qui ont également été assez peu associés pour l'instant, mais qui sont pourtant très valorisés par le jury de sélection. On entend aussi, quand on parle de démonstrateur territorial, des projets ambitieux. Alors, à la fois par les montants, je vais vous présenter ensuite les montants minimums qui sont attendus. Et des projets innovants. Alors des innovations qui ne sont pas uniquement des innovations technologiques, comme ça peut être le cas dans d'autres AMI, d'autres AAP de France 2030. Là, on est vraiment sur une diversité d'innovations qui peuvent être aussi bien organisationnelles, sociales, des innovations de procédés, comme c'est le cas dans les projets lauréats de la vague 1 et dans les projets, dans les candidatures qu'on a pu voir aussi pour la vague 2. L'idée, c'est que les projets soient vraiment inscrits dans des stratégies locales et des stratégies de territoire en se basant sur des diagnostics territoriaux très, très complets dans les dossiers de candidature. Et c'est des projets qui vont devoir être répliqués sur d'autres territoires. Donc, il y a à la fois ce besoin d'être très ancré sur le territoire, mais également d'offrir des possibilités, des perspectives intéressantes pour d'autres territoires en termes d'innovation. Alors, pour vous rappeler un petit peu le calendrier, donc là, on est sur la 3e et dernière relève de cet appel à manifestation d'intérêt, le 5 juin prochain. Tous les projets qui seront lauréats passeront par 2 phases. Une première phase d'incubation ou de maturation de 18 mois maximum, qui doit permettre de financer de l'ingénierie de projet, principalement. Et pour ça, il y a une subvention France 2030 de 300 000 € qui est mise à disposition. Ensuite, tous les projets passent à la fin de cette période de maturation à nouveau devant le jury de sélection. Et c'est ce même jury qui valide leur passage en phase de réalisation s'il les juge suffisamment matures. La phase de réalisation doit durer environ 5 ans. Et pour ça, il y a une subvention France 2030 comprise entre 2 et 10 millions d'euros. Dans les 2 cas, que ce soit en maturation ou en réalisation, on attend un cofinancement de 50% du montant total de la part du consortium. Donc, ça veut dire que si la subvention demandée est 2 millions, il faut 2 millions en face de cofinancement. Sur les critères incontournables. Donc là, c'est vraiment ce qui est bien indiqué dans le cahier des charges et je vous encourage à le reconsulter en amont d'un dépôt de candidature. Donc les projets passent par plusieurs filtres. Le premier, c'est la recevabilité. Donc là, il faut vraiment qu'on ait toutes les pièces qui sont demandées dans le dossier de candidature, avec un respect du format, de la taille. Il y a notamment un nombre maximum de pages annexes comprises qui est indiqué pour la note de présentation du projet. Les délais d'envoi, bien sûr. Un dossier également conforme aux critères d'éligibilité. Donc, je vous parlais du fait que les collectivités devaient avoir un rôle majeur, donc intégré au consortium avec un rôle actif dans la prise de décision du projet. Une adéquation avec les 2 stratégies nationales qui ont été présentées par Philippe en amont, agricole et alimentaire, sans nécessité, pour répondre à l'une des questions, de répondre aux 2 stratégies nationales. Il est tout à fait possible de se centrer sur l'une des stratégies uniquement, soit agricole, soit alimentaire. Il est aussi possible de répondre aux deux stratégies si ça a du sens et que c'est suffisamment explicité dans la note de présentation du projet. Un respect des montants indiqués. On a aussi reçu des candidatures qui étaient sous le seuil des 4 millions pour la phase de réalisation ou qui étaient au-delà, qui demandaient des montants au-delà des 10 millions demandés en phase de réalisation. C'est des projets qui ne rentrent pas dans les clous de ce qui est attendu pour cette AMI. Il faut que les candidatures explicitent suffisamment le caractère innovant des solutions proposées, en se basant pour ça sur un état de l'art de ce qui existe déjà à la fois sur le territoire et sur les territoires voisins, et en démontrant la valeur ajoutée du projet par rapport à l'existant.
On attend également la mise en avant du potentiel de réplicabilité du projet. Alors bien sûr, dès le stade de la candidature, on n'attend pas d'avoir une méthodologie détaillée sur les modalités de réplicabilité des projets, mais d'avoir déjà des pistes de réflexion, notamment autour du modèle économique du projet. On a reçu trop de candidatures qui ne mettaient pas suffisamment en avant la réflexion autour de cet équilibre économique du projet dans un objectif de réplicabilité. Les ressources, les coûts liés au projet en cas de réplicabilité. Si c'est un projet qui ne peut fonctionner que sur subvention publique, il faut que ce soit indiqué. Avoir déjà des éléments de réponse dans la candidature sur cette question du modèle économique. C'est très important au stade de la candidature. Le dernier critère incontournable, qui est vraiment le critère minimum sur les sujets de performance environnementale, c'est le DNSH, Do No Significant Harm en anglais, qui est détaillé aussi dans le dossier de candidature, donc, ou dans le cahier des charges, pardon, où vous verrez le détail des 6 objectifs environnementaux, l'idée étant que les projets démontrent le fait de ne pas aller à l'encontre de l'un de ces 6 critères. Donc ça, c'est vraiment ce qui est attendu au minimum dans les candidatures. Alors bien sûr, les projets sont encouragés à aller au-delà. Donc là, je vais vous prendre un temps pour vous partager un petit peu ce qui est ressorti des derniers jurys d'évaluation qui se sont tenus pour l'analyse des candidatures de la 2e relève. Les jurys ayant également analysé pour partie les dossiers de la 1re relève. Donc, les recommandations principales qui sont listées ici et qui feront aussi l'objet d'un document de recommandation qui sera publié sur le portail de la Banque des Territoires de l'appel à manifestation d'intérêt dans les prochains jours, semaines, pour orienter au mieux les candidats dans l'orientation de leur candidature. Alors, plusieurs recommandations. La première, c'est une description détaillée et opérationnelle des actions prévues. On a eu de nombreuses candidatures qui étaient, quelques candidatures qui avaient des approches très théoriques et qui répondaient pas suffisamment à la question de savoir qu'est-ce que concrètement le démonstrateur proposait. Le jury encourage vraiment les candidats à avoir une approche systémique des thématiques qu'ils veulent aborder pour éviter les inventaires ou les listes d'actions qui n'auraient pas vraiment de déclinaison concrète sur le territoire. Ensuite, le caractère transformatif du projet. Donc là, c'est vraiment en quoi est-ce que ce qui est proposé va au-delà de ce qui se fait actuellement. Donc c'est vraiment en lien avec la notion d'innovation et aussi avec la notion d'ambition. On veut des projets de taille suffisamment importante pour qu'ils puissent avoir un vrai effet de transformation sur le territoire. En quoi est-ce que ce qui est proposé ajoute de la valeur par rapport à ce qui se fait déjà actuellement. Ensuite, il y a la notion de valoriser l'innovation à travers une méthodologie de mesure des performances, à la fois environnementales, sociales et économiques. Le jury a trop souvent remarqué qu'il n'y avait pas assez d'indicateurs précis qui étaient proposés dans le dossier de candidature, d'indicateurs précis qui sont vraiment en lien avec les ambitions proposées par les porteurs de projets. Donc, vraiment prendre du temps sur cette partie évaluation, même si, bien sûr, à nouveau, la phase de maturation doit permettre de définir davantage ces indicateurs, avoir déjà une réflexion sur les ambitions du projet en lien avec les objectifs qu'il se fixe. Je vous parlais tout à l'heure des exigences de performance environnementale. Donc, le minimum qu'on attend, c'est bien sûr de ne pas affecter les 6 critères environnementaux qui sont listés dans le DNSH, qui est décrit dans le cahier des charges. Bien sûr, ce qui est valorisé, c'est d'aller bien au-delà de juste ne pas causer de dommages à l'environnement. Donc, il y a vraiment cette notion de performance environnementale. Il y a aussi énormément la notion de performance sociale qui est souvent peu prise en compte dans les dossiers qui ont été reçus et qui sont pourtant très valorisés par les membres du jury. La mobilisation du diagnostic territorial. Alors là, l'idée, c'est de pouvoir démontrer à travers un diagnostic qui fait le lien entre ce qui se passe sur le territoire et les thématiques abordées dans le dossier de candidature. En quoi est-ce que le choix du territoire est pertinent?
que ce ne soit pas simplement un effet d'opportunité parce que telle collectivité ou tel acteur économique était déjà présent sur le territoire. Il faut vraiment qu'il y ait un lien entre le besoin du territoire et le projet proposé. Éventuellement, articuler le projet avec un projet alimentaire territorial, s'il en existe un sur le territoire, mais aussi avec d'autres projets ou d'autres programmes qui sont présents sur le territoire. Il y a tous les projets, notamment de France 2030, mais aussi bien au-delà d'autres programmes qui seraient présents sur le territoire, et bien faire le lien entre ce qui existe déjà à nouveau et ce que le projet de démonstrateur souhaite mettre en place. Le dernier point de cette slide, interroger les besoins et attentes des consommateurs du territoire. En fait, ce qui a été observé, c'est qu'il y a très peu de projets qui partaient de ce que veulent les citoyens de leur agriculture. Donc avec l'idée on ne sort pas suffisamment de notre zone de confort avec les propositions contenues dans les candidatures, notamment sur l'évolution des systèmes agricoles. Donc il faut bien que dans la note de présentation, les porteurs de projets se posent la question de qu'est-ce que les consommateurs attendent sur notre territoire, avec vraiment une vision beaucoup plus demande que offre. D'autres recommandations, alors là, c'est détailler les besoins financiers pour la phase de maturation. Donc, on sait bien que les besoins financiers et les ressources en cofinancement continueront à être mobilisés une fois que le projet sera lauréat, mais dès le stade de la candidature, pour évaluer l'éligibilité des dépenses, on a déjà besoin d'avoir une idée de ce qui sera financé en phase de maturation de manière plus ou moins précise, et pour la phase de réalisation de manière plus lointaine, mais avoir au moins quelques ordres de grandeur. Bien expliciter le rôle de chaque partenaire, mobilisé au sein du consortium ou en dehors du consortium. Donc ça peut se faire soit à travers un projet d'accord de consortium, soit, si ce n'est pas le cas, au moins dans la grille de synthèse qui est une annexe au dossier de candidature, qui permet de définir le rôle de chaque partenaire du projet. Enfin, le dernier point, intégrer une diversité de membres au consortium. Donc ça, c'est à la fois sur la représentativité, la complémentarité des acteurs du territoire. Ça va aussi avec le deuxième point. Donc l'idée, c'est vraiment de dire pour éviter l'entre-soi, pour l'instant, il y a peu de choses en matière de mobilisation des acteurs de tous les types d'agriculture. Et le jury valorise vraiment de sortir d'une forme d'entre-soi en ayant vraiment des acteurs représentatifs de l'ensemble des types d'agriculture sur un territoire, pour permettre aussi sa réplicabilité sur d'autres territoires. Ensuite, il y a la mobilisation des acteurs de la formation, qui sont peu intégrés pour l'instant, peut-être moins encore sur la deuxième relève que sur la première. Et pourtant, ça fait vraiment lien avec ce que Philippe Vissec présentait aussi en introduction sur l'autre appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, qui doit permettre de former aux métiers de demain, notamment sur les métiers agricoles et sur les métiers de l'alimentation. Le dernier point, c'est que les acteurs de l'ESS sont les bienvenus, bien sûr, dans ces consortiums. Ils sont encouragés à en faire partie, ils apportent des briques intéressantes et on les voit assez peu pour l'instant dans les candidatures, et le jury souhaiterait pouvoir en voir davantage. Pour conclure, sur les deux premières relèves, on a eu donc une diversité de thématiques, de territoires présents. À savoir que pour la troisième relève, la troisième et dernière relève, il y aura un arbitrage qui sera fait sur les candidatures en fonction des priorités, surtout thématiques, qui sera fait au cours du processus d'instruction, qui sera fait par les comités décisionnaires, pour traiter les thématiques qui ne seraient pas encore abordées dans les lauréats de la première et de la deuxième relève. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Alors simplement, donc sur le processus de dépôt de candidature, bon, vous avez probablement
tous connaissance du portail de la Banque des Territoires relatif à l'appel à manifestation d'intérêt, sur lequel vous avez le cahier des charges, enfin, vous avez un lien, pardon, vers la plateforme de dépôt de candidature qui vous permet de télécharger le cahier des charges, le dossier de candidature avec toutes les annexes attendues, le règlement général financier qui liste l'ensemble des dépenses éligibles, à la fois en maturation et en réalisation. Vous avez aussi sur ce portail la FAQ qui est disponible et qui vous donne la possibilité, si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, à adresser directement à l'adresse mail générique de l'AMI votre question, si la réponse n'était pas en ligne. Et vous pouvez adresser un mail à cette même adresse qui apparaîtra sur la slide suivante. À cette même adresse pour solliciter avec l'équipe de la Banque des Territoires, donc moi-même et mes 2 collègues, des créneaux d'échange de 30 minutes qu'on organise depuis déjà un peu plus d'1 mois jusqu'à la date de la relève pour vous permettre d'affiner au mieux votre candidature pour répondre au cahier des charges et avoir le plus de chances d'être sélectionné. Sachant que ces créneaux-là, on n'en propose qu'un par projet par souci d'équité en fait entre les différentes candidatures. Donc, on vous encourage à nous solliciter une fois que vous avez bien pris connaissance du cahier des charges de cette candidature et que vous avez des questions précises par rapport à votre projet. Et voilà, donc la dernière slide où apparaît l'adresse mail générique à laquelle vous pouvez écrire, soit si vous avez des questions, soit si vous souhaitez solliciter ce créneau d'échange de 30 minutes. Donc, france2030.dtagrialim@caisse-des-dépôts.fr. Ce PowerPoint sera aussi mis en ligne sur le portail de la Banque des Territoires dans les prochains jours. Donc, pour toutes les personnes qui malheureusement n'auraient pas vu, alors je ne sais pas s'il y en a encore qui seraient restés malgré tout avec nous, s'il y a des personnes qui n'ont pas eu accès au visuel, vous aurez accès à cette présentation sur le portail de la Banque des Territoires. Alors, on va passer à un temps de questions-réponses. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles mes collègues ont déjà répondu. Alors, pardon, sur les questions, donc c'est juste pour faire un point sur les questions sur lesquelles il n'y aurait pas encore de réponse apportée. Donc, la durée de l'engagement en phase de réalisation. Donc là, on est sur une durée d'engagement environ alors, durée de l'engagement, en tout cas, la durée des projets en phase de réalisation est autour de 5 ans. Donc, il y a 18 mois maximum pour la maturation. Ça peut être moins, minimum 6 mois. Et dès que le projet est jugé suffisamment mature par le jury de sélection, il passe en réalisation et là, on est sur 5 ans environ de réalisation. Les montants minimums en phase de réalisation, comme je l'indiquais, donc les subventions sont comprises entre 2 millions et 10 millions d'euros, sachant que la subvention ne peut pas représenter plus de 50% du montant total des dépenses éligibles. Donc, ça veut dire qu'on est sur des projets minimum de 4 millions d'euros. Les thématiques à traiter, alors ça j'y ai répondu, agriculture et ou alimentation, donc c'est l'un ou l'autre possible, sachant que c'est pas nécessairement valorisé d'avoir les 2 thématiques traitées dans les candidatures, ça peut être simplement l'une ou l'autre, tant que c'est suffisamment explicité dans la note de présentation. Est-ce que les collectivités doivent être porteuses d'un projet ? Alors, ce n'est pas le cas, elles doivent nécessairement avoir un rôle majeur. Par contre, on n'impose rien en termes de portage. Ça peut être d'autres structures publiques, des structures privées qui portent les projets. Il n'y a aucune contrainte à ce sujet-là, tant qu'il y a au moins une collectivité dans le consortium. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un projet de consortium? Alors, c'est une pièce qui est demandée dans le dossier de candidature. En fait, ce qu'on attend au minimum, c'est d'avoir une vision très, très précise de la répartition des rôles entre les membres du consortium, idéalement dans ce projet de consortium, même s'il est rempli de manière très sommaire, on attend d'avoir cette pièce. Maintenant, le détail de l'implication de chaque acteur peut aussi apparaître dans la grille Excel, qui est l'annexe
3, je crois, avec la répartition des rôles au sein du consortium. Le porteur de projet doit-il être le même pour la phase de maturation et de réalisation? Alors, c'est ce qui est attendu, effectivement. On attend d'avoir le même porteur pour les deux phases. Si jamais il y avait besoin de faire un changement de porteur entre les deux phases, on peut l'envisager, mais ça se fait plutôt à la marge. Il faut pouvoir expliciter les raisons de ce changement. Et par défaut, on privilégiera plutôt le même portage, sachant par contre, le consortium peut être tout à fait étoffé entre la maturation et la réalisation. Et que c'est même l'objet en fait, quand le jury passe en revue les différents dossiers, les différentes candidatures, il fait un retour très détaillé aux candidats avec les points forts, les points faibles et les recommandations du jury pour la phase de maturation, si le projet est lauréat. Et donc, dans le cadre de ces recommandations pour la phase de maturation, il y a notamment la notion d'étoffer le consortium avec tel ou tel acteur. Et dans ce cas, c'est vraiment pendant la phase de maturation qu'on encourage les candidats à se rapprocher de ces acteurs pour les intégrer au consortium ou au moins aux partenaires élargis. Pouvez-vous citer quelques exemples concrets de consortium et de projets? Alors là, vous verrez, donc pour l'instant, on a 7 projets lauréats. Donc, alors, il y a 2 réponses possibles. Donc, vous pouvez consulter sur ce fameux portail de la Banque des Territoires dédié à l'appel à manifestation d'intérêt, dont on peut remettre le lien dans la conversation pour ceux qui ne l'auraient pas. Vous avez le communiqué de presse qui détaille les 7 projets. Donc, ça répond d'ailleurs à la question qui vient d'être posée. Où trouve-t-on la liste des lauréats des précédents guichets? J'imagine que c'est des précédentes relèves. Donc là, vous avez le communiqué de presse de la vague 1 qui est déjà publié. Donc, vous avez bien les 7 lauréats qui sont détaillés avec le portage qui est fait à chaque fois pour chacun de ces projets-là. Sachant que le calendrier pour la vague 2, donc il y a eu une relève en décembre dernier. Les dossiers ont été analysés par le jury de sélection. Ils sont en cours d'instruction par le comité décisionnaire et on attend des réponses et une publication officielle des lauréats courant mai pour les lauréats de la vague 2. Et donc, de la même manière, le communiqué de presse sera publié à la suite sur le portail de la Banque des Territoires. Et l'autre réponse que je voulais apporter à cette question, donc des exemples concrets de consortium. Alors, vous avez peut-être connaissance d'un autre appel à projet qui s'appelle Territoire d'innovation, initialement TIGA, Territoire d'innovation grande ambition. Et donc, pareil, vous pouvez aller consulter. On est vraiment sur des projets de même. Il y a à peu près la moitié des lauréats territoires d'innovation qui sont sur des thématiques agricoles et alimentaires. Alors, ils ne sont pas TIGA ne s'adresse pas nécessairement. Territoire d'innovation, pardon, ne s'adresse pas uniquement à des projets agricoles, mais en grande partie. Et donc, vous pouvez aussi voir sur le site de la Banque des Territoires les différents projets lauréats territoire d'innovation pour vous inspirer sur ce qui est attendu en termes de dimension systémique, de consortium d'acteurs, de dimension territoriale et innovante pour les projets des démonstrateurs territoriaux. Alors, il y a une question à laquelle je vais peut-être laisser Jean-Marc répondre s'il est toujours connecté. Pouvez-vous nous en dire plus sur les thématiques privilégiées ou pas pour la 3e relève? Alors non, même si on a quelques idées. Alors c'était un petit peu sous-jacent à ce que j'ai dit, mais comme l'a dit Manon également, enfin on a des orientations et notamment le fait de mieux travailler le modèle économique, le lien un petit peu entre l'offre et la demande. Et les exemples que j'ai cités sont un petit peu sous-jacents de ce qu'on imagine comme des choses qu'il faudrait approfondir. Mais à ce stade, il n'y a pas d'exclusion. C'est que on pourrait poser la même question sur les territoires. Il y a des territoires aujourd'hui, malheureusement, où il y a très peu de projets. On aimerait bien en voir, mais voilà, un mauvais projet sur un territoire où il n'y a pas encore de projet ne sera pas favorisé. Hein, donc, un bon projet sera retenu quelque chose de thématique, mais c'est vrai que les exemples que j'ai pu citer, ça donne des idées de ce qu'on a en tête sur les choses qui pourraient peut-être travailler un peu plus profondément sur les
sur la DAC 3. Mais encore une fois, un très bon projet sera quand même, bien sûr, aura toutes ses chances, quelle que soit la thématique qu'il choisit. Donc, un peu réponse de Normand, mais parce que c'est encore un peu trop tôt, parce qu'on n'a pas encore officialisé la deuxième vague. Merci Jean-Marc. Alors, il y a plusieurs, si je reprends les questions, y a-t-il... il y avait la question sur les territoires visés, les territoires ruraux. C'est vrai que... Est-ce que vous avez reçu des projets de petits territoires ruraux? Alors, on a reçu certaines candidatures, notamment dans la première relève. Vous verrez qu'il y a un projet qui est porté par la SIC Graines Équitables en Occitanie, qui sont donc des territoires ruraux. On a bien conscience que ça nécessite effectivement beaucoup de temps d'ingénierie pour répondre à cette AMI. On souhaiterait effectivement pouvoir intégrer davantage ces territoires dans les projets, dans les candidatures et dans les projets lauréats. On a aussi un service au sein de la Banque des territoires qui s'appelle le service d'ingénierie territoriale et qui permet d'accompagner les projets dans leur construction. Alors, pas nécessairement pour l'AMI, hein, c'est dans la construction de projets au sens large. Qui sont portés par des territoires ruraux. Et là, on n'est pas sur des enveloppes de subventions France 2030, on est vraiment sur un service de la Banque des territoires pour permettre d'agréger davantage d'acteurs autour d'un projet, en faire un vrai projet de territoire. Donc, c'est un service, donc le service d'ingénierie territoriale qui peut répondre à ce besoin. D'autres guichets, il y a après, à part les projets alimentaires territoriaux où on n'a pas de lien directement avec d'autres appels à manifestation d'intérêt qui s'adressent spécifiquement aux territoires ruraux. Il y avait une question. Alors, il n'est pas noté dans le dossier un montant minimum de 4 millions d'euros. Alors ça, c'était pas... En fait, ce qui est indiqué, c'est qu'il y a un montant minimum de 2 millions d'euros de subvention et que le montant de la subvention ne peut pas représenter plus de 50% du projet. Donc, ça veut dire que par déduction, on est bien sur 4 millions d'euros de montant minimum du projet. Alors, qu'entendez-vous par rôle majeur d'une collectivité? Alors là, comme je le détaillais, le rôle majeur d'une collectivité, c'est un rôle actif dans la gouvernance. Il faut que la collectivité prenne part aux prises de décision relatives au projet, qu'elle soit intégrée pleinement dans les différentes instances de décision. Sur l'outre-mer, donc les projets outre-mer, effectivement, rentrent pleinement dans les dossiers éligibles de l'AMI. Il n'y a pas de taux particulier qui s'affiche, qui s'applique directement pour les projets outre-mer. En revanche, si c'est suffisamment justifié pour les territoires qui auraient des difficultés particulières d'accès à des financements publics ou privés, il y a le taux de 50% qui est affiché, 50% de cofinancement, peut être revu à la baisse avec un taux de subvention à 75% et donc un taux de cofinancement à 25%. Donc, ça peut s'appliquer dans les cas où la demande est explicitée dans le dossier de candidature. Voilà, ça peut être adapté. Alors, je vois qu'il y a énormément de questions et qu'on n'a pas eu le temps de répondre à tout, qu'il nous reste quelques minutes. Je vais continuer, mais pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, on va alimenter la FAQ dans les prochains jours. Donc, à nouveau, FAQ qui est disponible depuis le portail de la Banque des Territoires. Donc, vous verrez les réponses à vos questions directement dans cette FAQ. Alors, je vois une question. Un agriculteur ne peut pas présenter un projet seul. Tout à fait, ça s'applique. L'idée, c'est vraiment que ce soit des consortiums d'acteurs qui candidatent à cette AMI avec minimum une collectivité. Donc, un agriculteur seul ne répond pas aux critères de l'AMI. Pour le budget de 4 millions d'euros, quelle est la répartition des coûts entre investissement et fonctionnement?
Alors pour la phase, je vous encourage là à regarder le règlement général financier qui précise les dépenses éligibles. Il n'y a pas de répartition imposée. Simplement, autant pour la phase de maturation, on est davantage sur du temps salarié et sur de la prestation intellectuelle, autant pour la phase de réalisation, on est beaucoup plus sur de l'investissement. Alors, c'est quoi un territoire pas rural en agriculture? Alors, l'AMI s'adresse à la fois au sujet agricole et alimentaire. Donc, par exemple, pour la première vague, on a eu une candidature de métropole, en fait. On a donc en projet lauréat, on a des projets qui sont portés par la communauté d'agglo de La Rochelle ou par la métropole de Montpellier, qui portent des projets avec des composantes à la fois agricoles, mais aussi alimentaires. Dans le cadre de projets avec des sous-actions, le taux de financement de 50% est-il un taux moyen sur l'ensemble du projet ou doit-il s'appliquer strictement à toutes les sous-actions? Non, c'est un taux moyen. Vraiment, ce qu'on va regarder pour calculer ces 50%, c'est l'ensemble des dépenses éligibles, l'ensemble du montant demandé en subvention. Et on vérifiera que le montant demandé en subvention ne dépasse pas 50% du montant des dépenses éligibles. Ensuite, dans les sous-actions, il peut y avoir certaines sous-actions qui sont financées à 100%, certaines à 10%, sous réserve des analyses aides d'État. Donc ça, c'est une analyse qui est faite par notre service juridique en amont de la contractualisation et qui vise à vérifier que chaque ligne, chaque sous-action n'est pas financée au-delà de ce qui est permis par ces aides d'État. Le degré d'avancement du projet présenté a-t-il une importance? Alors oui, on attend, mais justement, comme il y a cette phase de maturation qui est imposée à l'ensemble des candidats, des projets lauréats, pardon. On attend vraiment que ce soit des projets qui présentent un niveau de réflexion suffisamment avancé pour que le jury comprenne concrètement ce qu'il est prévu de faire dans le cadre du démonstrateur, mais des projets qui ne soient pas déjà trop loin dans la réalisation pour qu'ils puissent quand même bénéficier de cette phase de maturation. Donc, il faut effectivement que dans le projet, il y a un des critères d'évaluation du projet qui est est-ce que le degré de maturité du projet est en adéquation avec les attentes de l'AMI. Donc, c'est effectivement un point d'attention du jury. Est-ce que du temps de travail dédié au projet via les collectivités territoriales est considéré comme fonds propres? Alors, à nouveau, je vous conseille de vous tourner vers le règlement général financier qui détaille bien quelles sont les dépenses éligibles, puisque tout ce qui est cofinancement doit aussi rentrer dans les dépenses éligibles. Donc, vous verrez dans ce règlement financier le détail de ce qui est considéré éligible pour le temps de personnel. Donc, en cofinancement, vous pouvez bien valoriser du temps de personnel en cofinancement sous certaines conditions. Donc, je vous encourage à regarder dans ce document. Qu'est-ce qui est prévu pour mettre en relation les acteurs dans la préparation des offres? Alors, nous, ce qu'on propose pendant ces temps d'échange de 30 minutes dont je vous parlais, c'est alors, par souci de confidentialité, on peut pas partager aux candidats d'autres sollicitations qu'on aurait eues par d'autres acteurs de leur territoire. Par contre, si il y a un souhait mutuel de se rencontrer, là, on peut faire une mise en relation. Donc on le fait quand ça nous est demandé et que les deux acteurs souhaitent avoir connaissance l'un de l'autre. Mais voilà, ça se fait plutôt à travers des sollicitations que vous pourriez nous faire, soit par mail, soit dans le cadre de ces créneaux d'échange. Pouvez-vous préciser le taux de sélection pour les 2 étapes suite aux 2 premières levées? Alors, le taux de sélection, donc pour la première relève, on a eu une vingtaine de candidatures avec 7 projets lauréats. Et pour la deuxième relève, le nombre de projets lauréats n'est pas encore connu, donc je peux pas m'avancer là-dessus. Et pour les 2 étapes, alors l'idée, c'est quand même que tous les projets, il n'y a pas de phase d'appel à projet en fait. Donc tous les projets qui sont lauréats de la phase de maturation sont automatiquement dirigés vers la phase de réalisation. Alors, il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul puisque là, les projets de lauréats de la première relève entrent à peine en phase de maturation. Donc, on n'a pas assez de recul pour vous dire combien de projets vont effectivement passer en réalisation. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y en ait 100%. Sauf si les recommandations du jury
n'étaient vraiment pas prises en compte par les lauréats et qu'il y aurait des gros manquements, auquel cas les projets ne seraient pas lauréats de la phase de réalisation. Mais par défaut, on s'attend vraiment à ce que tous les projets lauréats de la maturation passent en réalisation. Ne pourrait-on pas avoir la liste des participants à cette réunion pour se mettre en relation les uns les autres? Alors, il me semble qu'il y a un sujet de RGPD là-dedans et qu'on n'est pas autorisé à le faire. Il me semble que c'est une question qui nous avait déjà été posée, mais non, on peut pas le faire parce que personne ne nous a donné l'autorisation de partager cette liste en s'inscrivant. Donc voilà, on peut pas le faire. Une dimension régionale est-elle envisageable? Consortium d'acteurs sur plusieurs territoires. En fait, la notion de territoire, elle est vraiment guidée par effectivement, un territoire, ça peut être à la fois une région, un département, une métropole, une communauté de communes, une commune. Donc, il n'y a pas d'échelle imposée. On a déjà des régions qui sont lauréates de la première relève, soit en porteur de projet, soit en membre du consortium. C'est le cas de la région Grand Est, c'est le cas de la région Pays de la Loire. Notamment. Donc, la dimension régionale est tout à fait envisageable. Si sur cette région, l'idée, c'était de pouvoir déployer le projet sur plusieurs territoires, dans ce cas, il faut pouvoir démontrer dans la note de présentation du projet pourquoi l'association de ces différents territoires est pertinente. Peut-on avoir des partenaires hors France dans le consortium si l'innovation présentée par ce partenaire n'est pas présente en France? Alors, l'ensemble des financements, donc tous les membres du consortium, pour nous, en fait, ce sont les membres qui vont recevoir des financements France 2030. On peut uniquement verser de l'argent à des structures enregistrées en France. Par contre, rien n'empêche d'avoir des partenaires hors consortium qui seraient associés au projet ou alors qui feraient de la prestation externe associée au projet. Mais en tout cas, si dans le consortium, vous entendez qu'ils reçoivent des financements directs de l'AMI, ça, c'est pas possible. Alors, je vais peut-être prendre une ou deux autres questions et puis après, on va clôturer cet échange puisqu'on arrive au bout de l'heure dédiée. Pouvez-vous transmettre le lien du cahier des charges, s'il vous plaît? Donc là, on va peut-être vous remettre. Vous l'avez plus haut dans la conversation. Ça a été mis par Mélanie Candas à 15h31. Juste au-dessus. Ah, et là, ça vient d'être remis. Vous avez en fait le lien vers le portail et là, c'est écrit. Vous avez aussi vous pouvez cliquer sur un lien qui vous amène vers la page de dépôt des candidatures et de téléchargement des éléments du dossier de candidature. Donc, c'est en vous enregistrant sur cette page-là que vous pourrez télécharger les différents éléments du dossier. Doit-on justifier la capacité du consortium à financer le complément du financement? Donc là, ça rejoint une réponse apportée dans la présentation. On attend effectivement qu'en phase de maturation, pour la phase de maturation, dans le dossier de candidature, vous puissiez déjà démontrer la capacité de mobilisation de cofinancement. Alors, sans avoir des cofinancements nécessairement déjà acquis. Mais au moins certains cofinancements déjà acquis ou en bonne passe de lettres. Alors, pour les organismes, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Dernière question. Donc, pour les organismes de recherche ou assimilés, quels justificatifs seront à prévoir pour qu'ils puissent solliciter 100% des coûts? Et a priori, les justificatifs, c'est uniquement que nous, on aura besoin de s'assurer au niveau juridique que l'organisme porteur de la subvention, porteur de l'action, soit réellement un organisme de recherche, auquel cas, comme indiqué dans le règlement général financier, ce sera les 100% des coûts qui seront éligibles. N'hésitez pas, alors je vois que M. Mariette a mis son contact pour les projets en Bretagne. Pour les autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse mail qu'on va vous remettre là dans le chat, france2030.dtagrialim@banquedesterritoires.fr. Et à nous solliciter éventuellement pour des créneaux d'échange, à consulter aussi la FAQ qui est donc sur le portail de la Banque des Territoires. Voilà, on espère avoir répondu au maximum à vos questions. Et on est encore désolé pour les petits soucis techniques. On espère que ça ne vous a pas empêché d'apprendre des choses sur cette AMI.
Et ben, on va clôturer ici, sauf si un des organisateurs souhaite prendre la parole en guise de conclusion. Sinon, on va clôturer la séance. Merci beaucoup à tous pour votre participation et puis merci encore à Jean-Marc Allouet et à Philippe Vissac pour leur intervention. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.